fabuleux de voir autant de personnes à se connecter, 350, vraiment, c'est super. Donc, je voudrais d'abord remercier Vincent, remercier la Maison de l'Environnement du territoire de Belfort et pour cette invitation. Et bien sûr, la plateforme associative Imago qui nous a permis vraiment de faire naître ce projet avec des conditions techniques vraiment très favorables. Voilà, du coup, juste pour introduire les échanges, je voulais juste voilà, vous parler, vous réexpliquer quand même un peu ma démarche et puis vous présenter aussi un peu la Finlande, vous donner un peu plus d'informations hein, très rapidement. Donc, j'ai vécu en Finlande pendant 3 ans. On est revenu en France, ça fait 1 an et demi et on est installé à côté de Nantes. Euh, voilà, et donc moi, un de mes projets en Finlande, c'était de réaliser une reprise d'études que donc j'ai réalisée en faisant un master en sciences de l'éducation. Et donc, dans ce cadre, en fait, j'ai fait un stage d'immersion avec, enfin, dans cette école de la forêt. Donc, j'étais avec ces enfants qui ne parlaient que finnois pendant 5 mois. Et ce qui était intéressant, parce que donc c'était 2 jours par semaine, mais de façon très suivie, c'est que j'ai aussi, donc je suis arrivée, c'était au mois de janvier, bah, il neigeait, et puis bah, vous voyez les dernières images, c'est vraiment la fin d'année scolaire, c'est fin mai, et puis en fait la nature est luxuriante. Donc ça, c'était vraiment intéressant le mot immersion, je crois, correspond vraiment bien avec cette expérience. Et donc pendant en fait mon stage d'immersion, vu la barrière de la langue et aussi j'ai beaucoup enfin j'ai fait des images et puis j'ai filmé. Et donc j'ai rassemblé, donc après j'ai rédigé mon mémoire et puis j'ai rassemblé les résultats de ce travail de recherche dans ce documentaire qui en fait est actuellement tourné dans toute la France. Bon, bien sûr, alors avec la crise sanitaire, il y a il y a beaucoup de projections qui se sont annulées, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas lieu parce qu'en fait c'est un projet du coup, enfin c'est une tournée qui n'a pas de date de limite de fin. Donc, c'est l'avantage. Et puis, ben, on s'adapte en faisant, par exemple, bah, des projections en ligne comme aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour présenter un peu la démarche. Et puis, quelques mots aussi sur la Finlande. Alors, la première chose que je pourrais vous dire, c'est 5,5 millions d'habitants. Donc, vous voyez, hein, il y a un grand gap par rapport à la France. On est presque 70 millions. Donc, c'est un petit pays. Enfin, en termes de population, en tout cas, c'est la densité la plus faible de tous les pays de l'Union européenne. C'est un territoire qui est constitué à 80% de forêts et de lacs. Et parmi les plus grands lacs, on en compte 200 000. Donc, ce qui signifie que partout où vous allez, il y a la forêt qui est toujours là, qui est vraiment omniprésente. Et puis, bah, les lacs, hein, la mer qui sont jamais très loin. Il y a quelque chose qui est assez particulier en Finlande, c'est vraiment l'art de vivre. Les Finlandais ont vraiment un art de vivre et donc ils sont très proches de la nature, ils sont très connectés à la nature et ils ont ce qu'on appelle des mökis. Souvent dans leur famille, en fait, c'est des chalets, les mêmes chalets qu'on pourrait retrouver dans nos montagnes, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, mais qui sont vraiment perdus là au niveau enfin, perdus dans la forêt. Voilà, et donc ils y vont pour faire un break pendant les vacances ou pendant les week-ends et ils adorent faire des saunas. Donc le mot sauna, d'ailleurs, c'est le seul mot en finnois qui a été exporté à l'international. Et donc l'idée, c'est de le faire l'été, mais bien sûr aussi l'hiver et d'aller donc se baigner dans le lac gelé. Donc l'eau est à 0 degré et puis on fait juste trempette et on revient après ensuite dans les saunas qui sont voilà, c'est en fait autour de 100 degrés. Donc voilà, juste, c'était quelques mots pour vous parler de la Finlande. Alors maintenant, est-ce que voilà, je peux répondre aux questions que Vincent me relaye au fur et à mesure? Alors, au niveau du système éducatif finlandais, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le modèle de l'école de la forêt est complètement intégré dans le système public. Et donc, le système public, enfin les écoles publiques, c'est à peu près 80% de la totalité, de l'intégralité des établissements scolaires. Et donc là, en fait, par exemple, si je prends l'exemple là, du jardin d'enfants qui est montré dans le documentaire, c'est 6 groupes qui sont en fait multi-âges, parce que en fait, c'est l'équivalent de nos écoles maternelles, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que la différence, c'est surtout au niveau de la pédagogie utilisée. En fait, les Finlandais, dans les jardins d'enfants, utilisent beaucoup le jeu.
Et donc, en fait, ils ont des groupes d'enfants multi-âges. Et donc, dans le jardin d'enfants en question, il y avait 6 groupes. Parmi ces 6 groupes, il y en avait un qui allait dans la forêt, un seul. Et donc là, les enfants, ils étaient âgés de 5 à 7 ans, à 7 ans à la fin de l'année. Donc, en fait, il y avait 2 classes d'âge qui étaient présentes. Et donc, en général, dans le système public, il y a en effet ce groupe qu'on appelle la preschool. C'est vraiment c'est l'équivalent de notre CP, mais qui est pas encore dans l'école élémentaire, puisqu'en fait, en Finlande, on commence l'école élémentaire 1 an plus tard qu'en France. On commence l'école élémentaire à partir de 7 ans. Donc ça, c'est la première chose à noter, c'est que ça fait vraiment partie intégralement du système public. Et donc les autres groupes sont à l'intérieur. Voilà. Dans les 20% là, des établissements privés, là, ils sont un peu sur un autre format, c'est-à-dire que les enfants, depuis le temps où ils sont au jardin d'enfants, la fiche est tombée, donc ils commencent à peu près à 1 an et demi, de 1 an et demi en fait à du coup 6-7 ans, ils vont tous dans la forêt. Par contre, pour les plus petits, ils y restent que vraiment quelques heures par jour. Donc c'est ça la différence entre le public et le privé au niveau de ce modèle. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque l'enfant rejoint l'école élémentaire, il retrouve en fait le système traditionnel entre 4 murs. Malgré tout, ça se passe relativement bien, c'est-à-dire ce changement d'être tout le temps dehors et de pouvoir courir, etc., pendant toute la journée. Le changement, retour entre 4 murs, assis derrière un pupitre, se passe plutôt bien. Après, ça dépend des enfants. C'est les réponses que j'ai eues avec les enseignants, les parents. Certains parents ont quand même remarqué que leurs enfants reviennent beaucoup plus énervés en passant leur journée, du coup, dans une salle de classe. Voilà, c'est à peu près donc ça, c'est sur le système éducatif finlandais. Au niveau de la superficie, en fait, il n'y a pas vraiment... Alors, il faut un espace quand même, là, c'est... Bon, enfin, disons que l'idée, je pense, c'est de s'adapter à son espace. Donc après, il n'y a pas du tout de règles ou de superficie. En tout cas, moi, j'aime la Finlande, il y a vraiment de la forêt partout. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà de la proximité, c'est-à-dire qu'en fait, le terrain sur lequel on fait l'école de la forêt est à proximité du jardin d'enfants ou de l'école maternelle, de façon à ce que ce soit en fait facile pour les enfants de s'y rendre et d'y revenir. Ensuite, après, en France, ça se pratique aussi, par exemple, dans des jardins communaux ou dans des parcs de ville. Et puis, l'espace est peut-être beaucoup plus petit que ce qu'on a vu, mais néanmoins, c'est possible. Il ne faut pas forcément un espace très grand. Peut-être que du coup, je peux rebondir sur cette idée-là d'enfants urbains et d'enfants... en tout cas, je pense que c'est l'idée de la déconnexion à la nature, qui est quelque chose en fait d'assez nouveau, parce que la génération du baby-boom, les baby-boomers, eux, étaient vraiment connectés à la nature. Et en fait, ils avaient ce qu'on appelle des expériences indirectes avec la nature, c'est-à-dire, par exemple, pour aller à l'école, ils allaient en vélo, et donc, en fait, ils traversaient la nature pour y aller. Et donc, ils ne donnaient pas rendez-vous avec la nature comme on peut le faire pour aller courir, par exemple, le week-end dans un parc ou dans la forêt. Donc, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de leur quotidien. Et donc, finalement, cette déconnexion-là, elle est assez nouvelle. Et donc, on appelle la indoor generation, c'est-à-dire la génération de l'intérieur. Et en effet, on est déconnecté. Ça, c'est une première prise de conscience. Il y a un livre qui a été, un ouvrage qui a été rédigé par Richard Louv, et qui a mis en valeur le déficit du manque de nature. Et en fait, il dit finalement, ça donne lieu aussi à des maladies telles que le diabète, telles que, après, il parle aussi des maladies mentales, des dépressions, de l'obésité, j'ai déjà dit le diabète, je crois. Voilà, donc en fait, il y a vraiment des conséquences aussi sanitaires à prendre en compte, puisqu'en fait, là, ce qui est flagrant dans le film, et en tout cas, moi, quand je l'ai vécu, c'est de voir les enfants à quel point ils pouvaient se dépenser, à quel point ils pouvaient faire de l'activité physique. Et donc, en fait, ça donne des enfants hyper musclés. Et en fait, à leur âge, c'est hyper important, la motricité. Je crois que c'est le premier apprentissage, vraiment, c'est de se connaître soi, connaître son corps, avant d'aborder, bien sûr, les fondamentaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi l'idée on a criminalisé les espaces de nature, c'est ce qu'il dit Richard Louv.
C'est-à-dire qu'on a interdit l'accès aux enfants aux espaces de nature. On a interdit les cabanes dans les arbres. Et ça, en fait, c'est beaucoup, du coup, l'institution, en fait, qui a un peu condamné. Et donc, maintenant, en fait, on est passé… Avant, la nature, c'était vraiment un refuge pour l'enfant qui, en fait, allait trouver du réconfort dans la nature. Et maintenant, il y a une autre perception, et c'est ça qui a changé, c'est que c'est le lieu de toutes les insécurités. Et donc, c'est ne surtout pas aller seul dans la nature parce qu'il pourrait arriver quelque chose. Donc, on est vraiment passé d'un extrême à un autre. Et donc, ça, justement, le fait que ces enfants puissent être vraiment en connexion avec la nature sur le temps de l'école, ça leur permet, et ça, c'est des enseignants aussi qui me l'ont dit, de faire découvrir à leurs parents des lieux de nature qui sont proches de chez eux, mais qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc là, on a vraiment un effet boule de neige, et donc les familles sont aussi impliquées, et ça, c'est important. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure et qui me paraissent intéressantes. Il y en a une qui concerne un peu le rythme de l'enfant et puis voilà, le fait que cette école-là permet peut-être de retrouver un rythme un peu plus lent ou de se passer de ralentir un peu la vie imposée par la relation à l'écran et puis la pression qui est exercée sur les enfants en termes de rapidité. Et je sais que c'est une question qui te tient à cœur. C'est vrai. Et puis il y a des questions aussi très pratiques sur l'organisation de la classe, du dehors, lorsqu'il fait vraiment très mauvais, l'accès aux toilettes, enfin des choses qui paraissent très terre à terre, mais qui sont le quotidien des enseignants qui se lancent dans des pratiques d'école du dehors. Et là aussi, je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'expérience finlandaise là-dessus. Ouais. Alors, en effet, pour commencer, là, le biorhythme, en fait, c'est ça, c'est que la nature, elle nous offre un rythme très long et très lent, c'est-à-dire que du coup, la nature évolue à un rythme qui est complètement différent du nôtre actuellement, qui est donc le rythme de la société, c'est un rythme effréné. Et quand on voit aussi, par exemple, les réseaux sociaux, c'est vraiment la société de l'immédiateté. Et donc là, forcément, les enfants, ils sont dans la nature. Et peut-être qu'au mois d'avril, ils en ont un peu marre de l'hiver. Ils en ont marre aussi parce que après, ça va être la fonte des neiges. Donc ça veut dire qu'il y a des grandes flaques d'eau partout. Et puis qu'il fait tout en gris. Et puis, mais c'est ça la nature en fait. Et puis que les bourgeons, ils sont encore tout cachés, on les voit même pas. Et puis tout à coup, fin mai, paf, la nature là, devient luxuriante. C'est vraiment une explosion. Et donc, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est aussi l'apprentissage, je pense, de la frustration qui est utile à l'enfant pour se construire. Et d'être dans le biorhythme. Et le biorhythme, c'est pas seulement le rythme de la nature, c'est aussi notre rythme à nous. Et on s'est vraiment éloigné de ce rythme, mais en tout cas, il est nôtre. Donc là, on s'y confronte, en fait. Voilà. Cette idée-là du rythme lent. Juste un petit mot pour dire qu'il y a Alex qui venait du public et qui nous a rejointe même. Donc voilà, je vous laisse, c'était juste pour prévenir, et puis je vous laisse reprendre le cours de la discussion, et puis Alex va pouvoir intervenir. Très bien, Alex, je vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez là? Très bien. Oui, parfait. D'accord. Alors moi, je suis en maternelle, je suis enseignante. Ça fait plusieurs années que j'ai fait l'expérience d'aller dans les bois et dans la nature avec ma classe une matinée par semaine. C'est quelque chose effectivement qui marche très bien, le fait que l'autorité, les limites viennent pas de la maîtresse, mais viennent des circonstances extérieures. Ce que je recherche, ça serait des ressources ou d'autres personnes qui travailleraient avec des petits de l'âge de 2 ans à 4-5 ans, parce que j'ai participé déjà avec le Graine de Franche-Comté à une formation sur enseigner dehors. D'ailleurs, ils ont refait une formation l'an dernier, mais qui a dû être annulée à cause
des conditions sanitaires. Et souvent, ça concerne plutôt les enfants à partir de 6 ans. Même dans le livre de Sarah Vauquier, ça concerne plutôt les enfants à partir de 6 ans. Et j'aimerais bien trouver d'autres personnes qui font un petit peu ce genre d'expérience à l'extérieur, dans la nature, avec d'autres, avec des enfants du même âge, quoi. D'accord, bah merci pour votre témoignage. Peut-être que vous pouvez mettre votre mail dans le chat, par exemple, si d'autres enseignants justement en maternelle qui font la pratique de la classe du dehors puissent vous connecter, puissent se rapprocher de vous. Après, vous m'entendez encore là? Je sais pas trop. Oui. Voilà. Si. Après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il y a des régions comme la Franche-Comté ou tout ce qui est Belgique, Suisse, qui font vraiment la promotion de l'école du dehors. Et par chez nous, on n'en est pas là. C'est-à-dire que moi, je suis un peu obligée de vendre le projet tous les ans aux parents, aux autres enseignants. Bon, ils savent que je suis un peu l'hurluberlu de l'école. Mais bon, le fait de le faire d'année en année, les parents se font à l'idée. Mais pour eux, effectivement, la nature, c'est dangereux. Il y a des bébêtes qui piquent. On peut mettre des choses à la bouche qui sont toxiques. On peut se faire mal, on peut tomber. Alors que ce que je note, c'est qu'au fur et à mesure, là, on en est cette année à 21 matinées déjà. Au fur et à mesure qu'on augmente le périmètre des enfants, eh bien, ils savent super bien gérer le risque. Et maintenant, ils font des choses que je ne leur aurais pas laissé faire au début d'année, mais dévaler des pentes, aller chercher des verres, faire des moulages d'empreintes, découvrir des choses par eux-mêmes, grimper, et ben même des petits, arriver là à une vingtaine de sorties, ils le font sans prendre de risques inconsidérés. Ils se font pas mal. Ils font attention aux autres autour d'eux aussi. Donc je pense vraiment, enfin c'est un retour sur expérience qui est super positif quoi, globalement. Après en France, il y a juste une chose, c'est que les parents n'ont pas encore bien compris qu'il faut équiper l'enfant en conséquence. Et c'est vrai que dans les pays nordiques, on voit bien l'équipement, les surpantalons, les bottes, les gants, voilà, ça compte énormément. Enfin voilà, c'était ma petite contribution de ce soir. Oui, c'est la question de l'équipement. Donc, amener des enfants dehors, évidemment, ça ne s'improvise pas. Et la question de l'équipement, elle est fondamentale. Et il y a vraiment un travail à mener avec les parents qui équipent leurs enfants. Alors après, il se trouve aussi que les écoles se constituent des stocks, en fait, des stocks de bottes en plastique. Ouais, et puis, ils ont un peu toutes les pointures des enfants. Voilà, donc ça, si, ça peut se faire. Mais après, il y a vraiment une sensibilisation à faire avec les parents. Dans le cas de la Finlande, en fait, ils avaient trois équipements. Un équipement pour le froid, donc en effet, là, il y a les combinaisons avec les après-ski, le bonnet, etc., les gants. À savoir qu'un enfant n'a pas le droit de retirer ses gants en Finlande dans la forêt. C'est interdit, en fait. Ça fait partie des règles parce que il fait juste trop froid. Après, il y avait un autre équipement, c'était un équipement de pluie. Donc là, mais même avec des gants de pluie, aussi des gants qui remontent assez haut pour que les enfants puissent moins facilement les retirer. Et puis après, il y avait un équipement pour l'été, casquette, parce que après tout ça, c'est vraiment lié au climat, mais il y a beaucoup de moustiques, et donc c'est hyper gênant de voir. Et d'ailleurs, hein, c'est pour ça que la petite fille il y a un des enfants dans le documentaire qui dit moi je préfère l'hiver parce qu'il y a pas de moustiques et de fourmis, et donc la raison aussi pour laquelle évidemment ils mettent des chaussures de sport et pas des chaussures ouvertes. Enfin, donc tout ça effectivement est vraiment réfléchi, l'équipement. Et après il y a la question des toilettes. Donc là il y avait des toilettes sèches. Et sinon, en fait, ce qui se fait aussi, c'est que, voilà, si c'était que pipi qu'ils avaient besoin, ils faisaient, en fait, l'assistante maternelle les accompagnait, ils allaient un peu plus loin. Et puis sinon, en fait, ils retournaient à l'école qui était proche. Bon, alors, je vois qu'il y avait une petite question sur les tiques. Alors, effectivement, alors en Finlande, il y en avait énormément, beaucoup plus qu'en France. Et voilà. En fait, après, il faut vraiment bien vérifier son corps, en fait, l'observer pour voir s'il y a des tiques.
Enfin, je crois que c'est la première chose à faire. Après, je sais que le réseau de pédagogie par la nature avait fait un visuel là-dessus, sur l'éthique, comment vérifier l'éthique et quelles précautions à prendre pour cela. Ben justement, là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les matériaux de la forêt. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'en fait, on ne reproduit pas la pédagogie de l'intérieur qu'on utilise à l'intérieur à l'extérieur. On crée une pédagogie, et enfin, la pédagogie, du coup, elle s'appelle la pédagogie par la nature. Et donc, par exemple, des supports comme des manuels scolaires, c'est sûr qu'on ne pourra pas les utiliser dans la forêt, mais en plus, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche bottom-up, c'est qu'en fait, la nature apporte des stimuli et on s'en saisit, l'enfant s'en saisit, et on travaille avec. Donc, par exemple, après, évidemment, il faut des supports, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un exercice que devaient faire les enfants, c'était écrire leur prénom avec des matériaux de la forêt sur un plateau en plastique. Mais donc, on aurait pu prendre n'importe quel support en plastique. Mais donc, en fait, ils constituaient leur prénom. Il n'y avait pas un plateau qui ressemblait à un autre, il n'y avait pas un prénom qui ressemblait à un autre, forcément, avec des bouts de bois, avec des cailloux, avec tout ce qu'ils voulaient, en fait. Et donc, après, moi, c'était à moi de deviner, parce qu'à l'époque, je ne les connaissais pas. C'était à moi de pouvoir lire, en fait, chaque prénom. Donc, ça, c'est... Et puis, l'idée aussi, c'est vraiment de renforcer la motivation endogène, c'est-à-dire, en fait, que ça vienne de l'enfant. Motivation endogène, ça vient de l'intérieur. Et qu'en fait, la nature donne des stimuli, c'est-à-dire ça peut être voir un oiseau passer, etc. Et là, on étudie la migration. Et donc ça, les enseignants, après, sont attentifs aux questions des élèves et en fait, se saisissent des sujets pour les approfondir et d'en faire après des séquences d'apprentissage. Et moi, c'est vraiment une de mes grandes réflexions de toute cette expérience, de voir, nous sommes nature. Nous sommes nature. Donc, en fait, je me suis dit, le modèle de l'école de l'école de la forêt, donc je l'étudiais dans le cadre d'un travail de recherche, donc je devais avoir un esprit critique. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à y voir des limites. Alors que d'un naturel, quand même, j'arrive quand même à percevoir les limites des choses, des concepts, etc. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, il n'y a rien de plus naturel que d'éduquer des enfants dans leur milieu naturel à eux. Donc forcément qu'ils s'y sentent bien et forcément que c'est favorable à leur développement aussi bien psychomoteur que psycho-cognitif. C'est bon en fait sur le plan d'apprentissage, sur leur plan de leur construction à eux, de leur développement. Sur aussi les compétences sociales, le fait d'évoluer au sein d'un groupe. Et voilà, moi, une des grandes conclusions aussi, c'est sur l'empathie. C'est que finalement, ces enfants-là deviennent très empathiques et ils se rendent compte, en fait, et c'est Manou, un enfant, qui avait dit « Nous, on prend soin des autres et de la nature ». Et il mettait ça sur le même plan. Mais finalement, l'empathie, c'est ça, l'empathie envers l'autre, c'est puisque nous sommes nature. C'est ça, les autres, et donc ça, c'était intéressant, cette idée-là d'empathie pour le vivant. Et donc, nous, on fait partie des vivants, comme les insectes, les végétaux et les animaux. Voilà. Parce que donc, la Finlande, il y a le modèle du jardin d'enfants. Donc, c'est de 1 an et demi jusqu'à 7 ans, à peu près, avec l'année préscolaire. Et donc, mais effectivement, en fait, dans la petite enfance en France, ça se développe aussi. Cette idée, parce que les enfants de cet âge-là sont vraiment coupés du dehors. Et il y a aussi tout un travail sur la végétalisation de l'espace dans la petite enfance. Je pense notamment à Jennifer Schwab qui travaille vraiment là-dessus. Voilà, là, c'est par exemple donner accès à un potager pour qu'ils voient grandir je sais pas, un plant de tomate, n'importe quoi, mais et qui participent aussi et en fait qu'ils soient dehors. Voilà, mais il y a aussi, je pensais là aux cours de récréation
on a tout bitumé et en fait, et puis les enfants se sont fait beaucoup mal. Finalement, la terre, ça fait beaucoup moins mal parce qu'on rebondit. Et on y revient en fait. Hein. Il y a notamment en Ile-de-France, à cause de la canicule, il y a des projets qu'on appelle Oasis. Et donc là, c'est l'idée de remettre des arbres dans les cours de récréation pour qu'aussi, en fait, les températures soient moins chaudes l'été. Et donc, on y revient en fait à en fait, enlever le bitume et à mettre autre chose à la place et remettre des arbres. Alors, je pense que ce qui est important, c'est la régularité au-delà de la fréquence. C'est-à-dire, si on y va une fois par mois, d'y aller une fois par mois, peu importe la saison, peu importe la météo. Parce que donc avec l'équipement, la pluie, parce qu'ici, c'est pas trop le froid, quoique quand même, on a aussi des régions où il fait froid, mais je pense que c'est plus en fait la question de la pluie, hein, qui est difficile à gérer, moi je trouve. Mais néanmoins, voilà, on peut quand même y aller. Donc je pense que c'est ça qui est important, de la régularité. Et ensuite, je pense qu'après, l'idée c'est que l'enseignant soit à l'aise. Alors au début, en fait, je pense, et ça se fait petit à petit. Enfin, d'après les retours que j'ai en tout cas, et là je parle de la France. Pour moi, l'idéal, hein, c'est d'avoir, par exemple, moi je pense que pour l'âge de la classe maternelle, c'est-à-dire et puis le CP, enfin, en tout cas, après ça dépend du programme scolaire, mais en tout cas, je pense que vers 5, 6, 7 ans, en fait, ça leur fait vraiment du bien d'être dehors et ça correspond vraiment bien à leurs besoins en termes de développement. Et donc là, pour moi, l'idéal, évidemment, c'est d'y aller tous les jours, comme les Finlandais le font, c'est-à-dire de 9h jusqu'à 13-14h et de déjeuner dans la forêt. Ça aussi, c'est super. Voilà. Après, pour l'adapter en France, les enseignants, là, ils le font soit une fois par mois, soit une fois par semaine. Après, peut-être qu'ils se sentent plus familiarisés avec cette pratique et du coup, qu'il y va plus souvent, c'est-à-dire une fois par semaine. Mais je pense que si déjà on est sur une après-midi ou une matinée par semaine, je pense que déjà c'est bien. Alors les siestes, effectivement, alors moi je ne l'ai pas vu, mais déjà dans la culture finlandaise, traditionnellement on met les landaux dehors et en fait ils dorment bien. Voilà, ça se fait malheureusement de moins en moins, mais moi par exemple ma voisine, ça m'arrivait souvent de rentrer chez moi et de voir le landau à côté. Donc, soit en fait, elle est partie en promenade et puis avec son bébé, et puis du coup, en fait, il dormait, donc elle l'a laissé dehors parce qu'ils sont très bien emmitouflés. Mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture. Donc, effectivement, alors en Finlande, là, on fait plus dormir les enfants maintenant dehors dans les jardins d'enfants. Mais je crois qu'au Danemark, ça continue à se faire. Peut-être qu'on va y revenir. Mais en tout cas, voilà, le retour que moi j'ai eu d'enseignante, c'était vraiment, ils dormaient bien. Et donc, c'est quelque chose qui est culturel. Et puis au niveau des troubles du comportement, en effet, moi j'ai vu un enfant hyperactif, mais en fait j'ai su qu'il était hyperactif parce que sa mère me l'a dit à la fin de l'année scolaire, mais je l'avais pas vu en fait. Je l'avais pas vu, il n'était pas justement pour ces enfants-là qui ont vraiment besoin d'être dans le mouvement et de se dépenser, c'est parfait pour eux. Ça c'est sûr. Ça c'est vraiment parfait. Et il y a aussi des questions par rapport à la place de la musique dans cette pédagogie. Il y a 2 questions qui reviennent. Ouais, justement, alors la musique, j'avais posé la question la question des limites en fait, et un parent avait dit la musique, moi je trouve qu'on peut pas faire de musique à l'extérieur. Après, certains diront qu'en fait que c'est possible, mais le fait d'aller dehors n'exclut pas le fait de revenir à l'intérieur pour réaliser des activités d'apprentissage qu'on peut pas faire à l'extérieur. Donc là, on les voit, je crois, d'ailleurs dans le film Répéter une chanson, mais je me souviens aussi ils faisaient de l'initiation à la guitare à l'intérieur. Mais je pense que la musique, comme toutes les matières, comme toutes les disciplines, peut être travaillée à l'extérieur. Et puis il y a aussi en fait un rapport au son qui est différent parce qu'on entend les arbres bouger,
tout ça, travailler l'oreille, musique, enfin, l'oreille, parce que voilà, c'est ce qui est important pour la musique quand même. Ça, on peut quand même le travailler à l'extérieur, et puis on peut chanter. Toutes les activités d'apprentissage, pour les Finlandais en tout cas, commencent par une chanson. Et une chanson qui est toujours liée, et c'est ce que j'explique au début du documentaire, qui est liée toujours à, par exemple, les mois de l'année, qui est liée à un apprentissage, les jours de la semaine, les chiffres. Bon, là, je parle des plus petits, hein, évidemment. Mais... en effet, moi, je pense que ça leur fait énormément de bien. C'est sûr, d'être dans la nature. Et dans ces cas-là, il faut vraiment que le terrain soit praticable. Après, ça dépend du handicap. Hein. Ça dépend vraiment du... En tout cas, je pense que pour je sais pas, l'autisme, par exemple, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Dernièrement, là, j'avais le témoignage d'une mère qui a un enfant schizophrène qui me disait qu'elle allait se promener dans la forêt avec son fils qui a maintenant, je sais pas, qui a 24 ans. Et donc la nature, ça fait du bien à tout le monde. Et justement, peut-être que ces personnes-là sont davantage coupées de la nature. Or, peut-être que c'est ces personnes-là qui ont un besoin accru et que ça participe à leur bien-être. En fait, c'est le même coût que pour la Finlande, hein, qu'une inscription dans un jardin d'enfants, parce que c'est public en fait. Donc après, là, je ne pourrais plus vous dire exactement, et ça dépend aussi du quotient familial. Ça dépend aussi du nombre d'enfants qui sont scolarisés dans le jardin d'enfants, puisque c'est du coup dégressif en fonction du nombre d'enfants par famille. Mais en tout cas, ça coûte la même chose. C'est ça que j'ai dit au début, en fait. C'est qu'on est vraiment, ce modèle est intégré dans le modèle public. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'écoles, pour la plupart, pour la majorité des cas, d'écoles privées ou hors contrat, comme on aurait en France, en fait. Donc, voilà, au niveau du coût. Donc, évidemment, c'est un coût accessible aux familles, hein, puisque, de toute façon, dans la majorité des cas, les enfants sont scolarisés dans les jardins d'enfants. Il y en a très peu qui restent en famille, parce que ça, c'est aussi autorisé en Finlande. Au niveau du taux d'encadrement pour justement du coup les groupes d'extérieur, en Finlande, la règle, c'est tous les 8 enfants, il y a un encadrant. Donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la même chose. Tous les 8 enfants. Donc là, en fait, ils étaient 16. Donc, il y avait une enseignante et une assistante maternelle. Mais le groupe qui était aussi de ces 2 classes d'âge, donc le groupe de preschool, ils étaient 24. Donc là, il y avait, il y avait une enseignante et il y avait 2 assistantes maternelles. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de règles particulières pour le groupe qui va à l'extérieur. En fait, c'est les mêmes règles pour qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, c'est la même chose. Et en France, en fait, ce qui marche bien, c'est les parents en fait qui accompagnent du coup l'enseignant qui part pratiquer l'école du dehors. J'ai eu plusieurs retours là-dessus, et les enseignants disent que c'est pas un problème en fait d'impliquer les parents, que les parents sont ravis quand ils reviennent de la forêt, qu'ils ont appris plein de choses et que c'est les enfants qui leur ont appris plein de choses, et donc ils sont d'autant plus agréablement surpris en fait. Voilà. Merci beaucoup Claire, c'est passionnant ces échanges-là. Je ne vois pas bien comment on pourrait les prolonger ou les conclure. Il reste encore beaucoup d'interrogations, je crois, auxquelles on n'a pas forcément répondu, auxquelles on n'a pas forcément adressé une réponse, enfin, transmis les interrogations vers toi. Mais ce que je propose, c'est peut-être le plus simple, c'est-à-dire qu'on a les contacts des personnes qui se sont inscrits à ce ciné-débat par le biais de billets web. Et on peut, par ce biais-là, leur transmettre la bibliographie et des éléments de ressources sur le sujet. Et puis pour les autres, il nous reste
les réseaux sociaux pour pouvoir rester en lien. Et puis, je vois que dans les fils des discussions, il y a eu beaucoup de ressources nationales sur ce sujet, le réseau de la pédagogie par la nature, le réseau École et Nature, bien entendu, les graines dans chaque région qui restent des ressources locales et des lieux de formation. Je pense que c'est le meilleur moyen de rester en lien. Et puis, bien entendu, il y a ta page Facebook où on peut se renseigner sur les prochaines projections publiques de ce magnifique documentaire L'école de la forêt finlandaise. Merci beaucoup, Claire, de cette projection et des échanges qui ont pu suivre. Merci à vous de votre grande attention. Et puis, on espère à très bientôt. Merci à tous, merci à Vincent, merci à Nicolas, merci à tout le monde. Et puis, ravie d'avoir pu échanger avec vous ce soir et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Et puis aussi d'autres occasions de se voir en présentiel. Voilà.